Chers amis, bonjour. Nous recevons ce matin Dr André Kabanda, qui est le représentant de l'UDPS Belgique. Et avec lui, nous allons discuter sur le dialogue. Nous allons toucher un tout petit peu l'actualité politique et puis nous parlerons aussi de la santé de l'UDPS. Dr Kabanda, bonjour. Bonjour Damien, Tanguy, bonjour. Oui, c'est un plaisir de vous avoir encore sur le plateau de EDTV, mais ça fait plus ou moins un mois qu'il y a la résolution 2277, je crois, du Conseil de sécurité qui est sortie et Edem Kodjo a été confirmé comme facilitateur du dialogue. Et jusque-là, il n'y a pas de dialogue. Bien qu'il y a quand même un instrument international et qu'il y a finalement un facilitateur, et toujours pas de dialogue. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais d'abord vous remercier de me donner l'occasion de pouvoir reparler encore de l'actualité, notamment de ce dialogue tant entendu. Effectivement, la dernière résolution, la 2277, est sortie au mois de mars. Ça fait effectivement plus d'un mois. Edem Kodjo, effectivement, a été confirmé également. Et comme vous avez l'occasion de le lire, probablement, notre président a mandaté une délégation qui devait le rencontrer. Après avoir pris acte de cette désignation, il a mandaté une délégation qui devait le rencontrer. Pour faire quoi? Pour vérifier deux choses. La première, c'est que Edem Kodjo, sa mission est bien dans la ligne droite de notre feuille de route et surtout en concordance avec la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi? Parce que en tant que facilitateur, il faut qu'il y ait des termes de référence. On ne va pas au dialogue comme ça, il faut qu'il y ait des termes de référence auxquels on doit pouvoir se tenir. Et cette délégation est allée voir effectivement M. Kodjo et a posé ces problématiques. Un, qu'il puisse nous donner des garanties que sa mission cadre bien avec la résolution, la dernière de l'ONU, et de deux, qu'il puisse donner des garanties que le délai constitutionnel. Et quelle est sa réaction par rapport aux deux préoccupations de l'UDPS? Il avait promis de répondre par écrit. Malheureusement, cette réponse n'est jamais arrivée. Ok, mais lorsque vous parlez des termes de référence de l'UDPS, enfin du dialogue, à notre connaissance, il y a déjà une feuille de route. Je crois que l'UDPS a une feuille de route. N'est-ce pas ça, en fait, les termes de référence qui sont souhaités au niveau de l'UDPS? Qu'est-ce que vous attendez encore de particulier au niveau de... Bien sûr, c'est pour nous, ça c'est pour la feuille de route, c'est pour l'UDPS. Ça ne s'impose pas à tout le monde, et particulièrement pas au facilitateur. Mais lui, en tant que facilitateur, il doit pouvoir s'inscrire dans cette logique-là. Parce que s'il ne nous dit pas qu'il est dans cette logique, que nous allons dans un dialogue où au départ, on n'est pas d'accord, les violons ne sont pas accordés, ça c'est un échec garanti. Mais donc, il est question que Edem Kodjo puisse confirmer, mais indépendamment même de la feuille de route, parce que ça c'est notre cahier de charge, mais la résolution, la 2277, c'est important que Kodjo puisse confirmer que sa mission rentre dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Ce qu'il n'a pas, non seulement n'a pas confirmé, mais il y a eu des déclarations de sa part qui vont dans un autre sens tout à fait. C'est-à-dire? Notamment par rapport à la résolution, il a déclaré que cette résolution est sortie après sa nomination, et donc ça ne le concerne pas. Mais la résolution évoque quand même le cas d'Edem Kodjo. La résolution elle-même évoque quand même... Tout à fait. Voilà, mais... Et c'est étonnant qu'ils disent que cette résolution est sortie après sa nomination et ça ne l'engage pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose parmi ces déclarations, il aurait dit qu'il ne peut pas donner des garanties que les délais constitutionnels seront respectés. Oui, mais parlons de ça, c'est-à-dire que voilà, supposons qu'il y ait dialogue aujourd'hui. Hein, quels seraient les objectifs alors finalement poursuivis par l'UDPS à travers ce dialogue? Parce que, comme évidemment craint Edem Kodjo, on l'a déjà dit plus d'une fois aussi, que les délais constitutionnels seraient difficilement respectés. Aujourd'hui, on a dialogue.
quels sont les objectifs aujourd'hui poursuivis par l'UDPS à Alors, travers ce dialogue? les Dans le objectifs contexte actuel restent des les choses. mêmes parce que c'est consigné dans la feuille de route. C'est un, faire l'état des lieux de ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'il y a contentieux qu'on doit garder à l'esprit, c'est contentieux de 2011, il est toujours là. Deux, c'est de faire l'état des lieux par rapport à la CENI, par rapport au calendrier électoral, tout ça avec comme objectif que les élections se fassent dans les délais constitutionnels. Ce n'est pas ni à Kodjo, ni à nous d'affirmer au jour d'aujourd'hui que les élections ne peuvent pas se tenir dans les délais constitutionnels. Je pense que affirmer ce genre de choses sans aucune expertise, sans aucun élément objectif, c'est un peu hasardeux. Et il ne lui appartient pas de dire qu'il ne peut pas respecter les délais constitutionnels. Mais l'UDPS fait la même chose de manière indirecte, non? Parce qu'on a entendu différents cadres de l'UDPS aujourd'hui qui quand même affirment qu'il y a une possibilité de transition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, cette possibilité est évoquée, je pense que vous avez suivi l'intervention du secrétaire national des Relations extérieures sur Top Presse, ou Top FM, ou Top Congo, où il a dit on ne peut arriver à cette possibilité que si les experts indépendants nous confirment, les experts en la matière, en tout cas électorale, confirment qu'il est absolument impossible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Alors à ce moment-là, il faut en tirer des conclusions aussi. Parce que si ce n'est pas dans les délais constitutionnels, il y a des responsables à ça. Il faut tirer des conclusions. Avant de parler même de la transition, il faut tirer des conséquences de ça. Il y a des responsables, et ces responsables doivent être identifiés et tirer des conséquences. Et seulement parler de la transition au cours de laquelle ceux qui sont responsables de la non-réalisation des élections dans le délai constitutionnel ne feront pas partie. Voilà dans quelles conditions on parle de la transition. Ben donc, dire comme ça, de but en blanc, que les délais constitutionnels ne peuvent pas être respectés, je pense que nous ne sommes ni Kodjo, ni nous, ni qui d'autre en dehors des experts en la matière. Parce qu'il y a d'autres sons de cloche qui affirment avec la bonne volonté, et ce n'est pas n'importe quelle expertise, il y a des experts en la matière qui ont affirmé, avec la bonne volonté, il est encore possible de réaliser l'élection présidentielle législative dans le délai constitutionnel. On ne va pas entrer dans la technique, mais ici, quel peut être alors, dans ce cas, le nouveau délai de l'UDPS? Jusqu'à quelle date l'UDPS pense-t-elle attendre le feedback de Kodjo pour être sûr que voilà, le processus électoral va se dérouler de manière convenable et que le dialogue, effectivement, aura lieu par rapport aux objectifs assignés? Je pense que la donne a évolué déjà parce que il y a eu une demande qui a été faite, notamment par notre président et d'autres sons, qui veulent que, non, il y a une promesse au niveau de la communauté internationale, que Kodjo soit entouré d'autres personnalités pour l'accompagner dans sa mission. Et ça, comme c'est une promesse assez ferme, en tout cas, si vous avez lu le dernier message du président du parti, M. Etienne Tshisekedi, faisant allusion à la date du 24 avril, qui était donnée comme un autre ultimatum, il a dit qu'il y avait des signes qui nous permettent de penser que cette problématique-là pourra trouver des solutions et donc on pourra effectivement débloquer la situation. Si Kodjo est entouré d'autres... Donc il n'y a pas de délai fixé par l'UDPS cette fois-ci? Il n'y a pas de délai fixé parce que les signes sont assez positifs. Donc l'UDPS reste cette fois-ci un peu plus ouverte, quoi, jusqu'à ce qu'on ait un dialogue. L'UDPS a souvent et toujours été ouverte, mais cette ouverture n'est pas éternelle. Ok, nous allons passer à une deuxième question, une deuxième série de questions. C'est plus par rapport à l'actualité politique. Nous avons vu à Kinshasa se créer aujourd'hui une plateforme appelée l'Alternative pour la République AR. C'est une dizaine de partis politiques au Congo qui se sont décidés de se mettre ensemble pour soutenir
la candidature éventuelle à M. Moïse Katumbi pour d'éventuelles élections cette année. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Ben, mon point de vue personnel, il est toujours mitigé parce que ce n'est pas la première plateforme qui s'est créée au Congo, ça ne sera pas la dernière. La vie politique est un peu imprégnée de ça, ça s'est créé dans tous les sens et ça soutient n'importe qui, ça soutient n'importe quelle candidature. Ça, personnellement, je n'ai pas de commentaires à faire. Nous sommes en démocratie, les partis politiques sont libres de se regrouper comme ils veulent, de soutenir qui ils veulent, mais c'est la réalité, en tout cas, qui va la réalité électorale à laquelle on va se confronter. Mais il y aurait quand même une incidence avec l'UDPS parce que Moïse Katumbi est quand même partenaire à l'UDPS. Nous l'avons vu être reçu avec toute une grande délégation par le président, vous étiez présent aussi. Il y a quand même un lien éventuel entre les deux personnalités, que s'il y a des choses qui se passent autour de Moïse Katumbi, surtout par rapport à la candidature au niveau présidentiel, il y aurait éventuellement une incidence, n'est-ce pas, sur les relations avec l'UDPS. De là, de ce qui s'est passé, notamment la réception de M. Moïse Katumbi par notre président, dire que Katumbi est partenaire de l'UDPS, je pense qu'on va très vite en besogne. Monsieur Moïse Katumbi a été reçu comme tous les acteurs politiques qui ont été reçus et qui continuent à être reçus par le président de l'UDPS. Il est venu apporter son soutien au président Tshisekedi dans le cadre de cette lutte pour les changements. Ça s'est arrêté là. Il n'y a pas de partenariat particulier. Et ceci, je ne pense pas que ça empêche M. Katumbi de faire ce qu'il fait là. Et ça ne touche en rien la position de l'UDPS. Non, le président Tshisekedi a lancé à un moment donné un peu un appel à un rassemblement, à un grand rassemblement. Et je crois que le public, les Congolais, lorsqu'ils voient toutes ces rencontres que fait le président Tshisekedi, nous considérons que c'est dans ce contexte-là. Alors, on se dit, lorsqu'il y a rassemblement avec toutes ces forces politiques, il y a un lien. Évidemment, lorsqu'il y a certaines choses qui se passent maintenant au niveau des entités assez particulières, c'est ainsi qu'on se dit qu'il doit y avoir une certaine incidence sur... Oui et non, parce que le rassemblement que M. Etienne Tshisekedi, notre président, a fait, c'est dans le cadre du dialogue pour aboutir à un processus électoral clair, transparent, puisque la situation politique est bloquée, comme vous le savez. Mais la plateforme de M. Katumbi parle des élections. Nous ne sommes pas encore aux élections. Donc nous sommes qu'au niveau du processus qui doit déboucher aux élections. Et l'appel de M. Tshisekedi était justement dans ce cadre-là, de faire en sorte qu'il y ait des blocages par rapport au processus électoral, qu'on fasse tout pour que ce processus devienne effectivement transparent, en tout cas crédible, et qu'on aille vers les élections. Dès lors que ce processus est bloqué, qu'on va aux élections, ça c'est une autre étape. À ce moment-là, tous ceux qui ont apporté leur soutien à M. Tshisekedi, pourquoi, dans le cadre du dialogue, camp de changement contre le camp de statu quo qui ne veut pas que ce processus soit revu, qui ne veut pas qu'on aille aux élections, dès lors que ceci est réglé, tout cela, ça devient une étape d'autres négociations. Maintenant, à ce stade, on ne peut pas empêcher quelqu'un de se déclarer candidat. Écoutez, nous sommes dans la démocratie. Ok, c'est parfait. Mais enfin, parlons du rassemblement. On a vu quand même quelques embrouilles entre Vital Kamerhe et Moïse Katumbi. Et on n'a pas encore vu le président recevoir Vital Kamerhe. Quel type de relation il y a entre Vital Kamerhe et le président Tshisekedi? C'est une bonne question à laquelle j'aurais difficile à répondre parce que quand Moïse Katumbi était annoncé chez le président, ils devaient venir tous les deux. Donc c'était une délégation qui était composée effectivement de M. Katumbi et de M. Kamerhe. On était tous étonnés de voir que M. Katumbi s'est présenté tout seul sans M. Kamerhe. Jusqu'aujourd'hui, personnellement, en tant que représentant, je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas posé la question non plus pour savoir pourquoi M. Kamerhe n'est pas venu. Quelles sont les relations entre le président Tshisekedi et M. Kamerhe? Je suis incapable de vous répondre à cette question parce que tant qu'il n'est pas venu apporter son soutien, tant qu'il n'a pas fait de déclaration contraire,
Ben, je considère qu'il évolue comme il a toujours évolué, et que l'UDPS évolue aussi comme il a toujours évolué. Ok, c'est parfait. On a échangé sur le dialogue et quelques points de l'actualité politique. Nous allons parler un tout petit peu de la santé de l'UDPS, particulièrement l'UDPS Belgique, dont M. Kabanda est représentant. M. Kabanda, ça fait quand même une année que vous avez été désigné par le président Tian Tshisekedi comme le représentant de l'UDPS Belux. Quels ont été les objectifs que vous étiez assignés lorsque vous avez pris les affaires et où vous en êtes? Alors, dans un petit programme qui était présenté le jour que nous avions été présentés publiquement, il y avait trois objectifs notamment. Un, c'est essayer de rassembler les forces dans notre fédération pour relancer les activités du parti. Deux, c'est essayer de redorer un peu l'image du parti qui était assez ternie compte tenu de tous les problèmes qu'il y a eu avant. Et troisième élément, c'est essayer de réunir les moyens pour aider le parti dans cette lutte pour, en tout cas, vers les élections, etc. Quelle évaluation vous en faites par rapport aux trois objectifs assignés? Le premier objectif, je pense que même si on n'a pas réussi à rassembler tout le monde, mais les activités du parti ont repris parce que vous avez assisté à plusieurs activités, plusieurs manifestations qui ont été organisées dans la fédération et ça se passe bien jusqu'à maintenant. L'image du parti, je pense qu'on peut dire que le chemin qui est fait est déjà, en tout cas, il est bon. Nous n'avons pas encore atteint l'objectif pour redorer tout à fait l'image, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie parce que ce qu'on entendait il y a quelques mois, on n'entend plus. Donc il n'y a plus de dénigrement dans tous les sens et on est en train d'améliorer l'image du parti. Quant au reste, ça c'est des problèmes tout à fait internes que je ne peux pas dire. Les moyens, on les cherche, on continue à les chercher là, tant que nous sommes encore là. Ok, mais voilà avant de parler du plan d'action, quelles ont été éventuellement les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à cette mission? C'est pas facile, je sais que nous savons dans quel état vous avez pris les affaires, et voilà, on sait dans quel état plus ou moins aussi se présentent les choses. Quelles sont les difficultés éventuelles? Alors, la première difficulté, effectivement, c'est-à-dire que nous avons été désignés après un climat assez délétère, où il y a eu des gens qui n'ont pas accepté d'être écartés parce qu'il y avait des problèmes. S'ils ont été écartés, il y avait des problèmes. Il y a des gens qui ont estimé que, étant écartés, ils méritaient plus que d'autres. Ils ont même fait entrer dans la dissidence ou ce qu'on a appelé la fronde. Et il y a eu beaucoup de problèmes dans cette juridiction. Et ça nous a un peu secoué parce que, comme vous savez, quand il y a plusieurs sons de cloche pour un même parti dans un même dossier par exemple ou sur une même idée, ça fait toujours des ordres. Et ça a beaucoup fragilisé le parti, par rapport ces gens qui tenaient des discours dans tous les coins. Oui, mais par rapport au troisième objectif que vous aviez, celui de mobiliser des moyens financiers, c'est quoi la difficulté? Parce qu'en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, l'UDPS continue à connaître ces problèmes financiers. Alors ça, c'est un problème un peu chronique parce que l'UDPS jusqu'à maintenant fonctionne sur essentiellement les cotisations de membres. Et donc, les cotisations de membres pour pouvoir relancer toutes les activités du parti en ne comptant que sur les cotisations de membres, ce n'est pas facile. Et surtout que nous connaissons nos compatriotes, il est plus facile d'aller s'acheter une bière que de donner de l'argent dans une association ou une organisation où les objectifs sont plus nobles que la bière. Mais vous avez mis des stratégies sur pied quand même par rapport à ça. Tout à fait. On essaye de faire ce qu'on peut pour que ça nous a permis de résoudre un certain nombre de problèmes parce que sinon on ne serait pas en train de fonctionner aujourd'hui, mais ce n'est pas encore assez. Okay. Il faut aller plus loin. C'est parfait. Quel est maintenant le plan d'action? Parce que ça fait une année, vous avez évoqué un peu l'état de lieu de ce qu'est l'UDPS Belgique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Quels sont les grands axes de votre plan d'action, en tout cas pour les 6 mois à venir? Alors, le premier axe reste effectivement de faire en sorte que le parti
soit toujours euh, à la pointe de la lutte, c'est-à-dire à la pointe du combat que nous sommes en train de mener pour atteindre l'objectif de notre parti, c'est-à-dire un état de droit. Et ce combat s'est traduit à travers les enjeux qui sont en cours maintenant. C'est notamment l'organisation du dialogue, c'est notamment l'organisation des élections qui vont arriver. Nous avons encore le congrès dans le parti. Et donc, dans notre juridiction, nous essayons de nous organiser, en tout cas de nous serrer le coude pour aller vers cet objectif-là. Ça, c'est un. Deux, l'image du parti, nous continuons à nous battre pour que ça puisse, en tout cas, s'améliorer. Et ceci se répercute un peu sur le fonctionnement interne où, en tout cas, à notre niveau, nous faisons tout pour quoi améliorer, par exemple, l'organisation, améliorer le fonctionnement, améliorer la communication. Et ça, ce sont des éléments sur lesquels nous travaillons pour aider à ce que les choses aillent. Vous êtes en contact avec d'autres représentations de l'UDPS dans le monde? Est-ce qu'il y a des similitudes? Ce sont les mêmes problèmes que vous avez? Est-ce qu'il y a des choses à copier chez les autres? Il y a des choses que les gens peuvent copier chez vous? Nous sommes en contact avec les autres représentants puisque nous avons mis en place ce que nous avons appelé les conseils de représentants. C'est une structure tout à fait informelle au sein de laquelle le représentant se retrouve en réunion, en général par vidéoconférence, et nous échangeons les idées sur le fonctionnement. Je peux vous garantir que les problèmes sont en général les mêmes. Ok, vous avez parlé tout à l'heure du congrès. Qu'est-ce qu'il en est du congrès? Parce qu'il y a plusieurs dates qui ont déjà été avancées, mais jusque-là, il n'y a rien de précis finalement. On en est où avec l'organisation du congrès? Alors, pour le congrès du parti, il y a une commission qui a été mise en place par le président qui fonctionne, qui a déjà abattu un énorme travail. Au moment où je vous parle là, il y a déjà les textes du parti qui ont été travaillés par cette commission. Quand je parle texte du parti, c'est les statuts du parti, c'est le règlement intérieur du parti, c'est le projet de société du parti. Tous ces documents sont en train de circuler déjà au sein du parti pour que les gens donnent leur avis. Alors, la préparation continue. La seule petite difficulté, c'est que on considère, la direction du parti considère que la priorité pour l'instant étant le dialogue, l'organisation du dialogue. C'est difficile de placer le congrès comme ça dans ces contextes. Je pense qu'essentiellement, c'est ça qui fait traîner un peu les choses. Sinon, le congrès aurait déjà été organisé. Ok, nous avançons tout doucement vers la fin, mais j'ai vu que la semaine passée, la Fédération de Bruxelles a organisé une journée de réflexion. C'était un peu pour commémorer un peu l'ouverture démocratique depuis 1990. Il y a eu des intervenants de qualité. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Citez-nous pendant 3 points importants qui sont sortis, en tout cas, qui ont été retenus lors de cette journée de réflexion. Alors, la journée de réflexion a été organisée et elle a tourné autour du thème « La démocratie en République démocratique du Congo ». Ce thème a été saucissonné en 3 parties. La démocratie en République démocratique du Congo hier, c'est-à-dire au moment, en tout cas pendant la deuxième république du président Mobutu, qui a donné naissance à l'UDPS, etc. Deuxième partie, la démocratie en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est-à-dire depuis que Mobutu est parti, en tout cas depuis que la FDL est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, et la démocratie en République démocratique du Congo demain. Alors, je vais ramasser toutes ces périodes pour dire que la première période a été caractérisée essentiellement par la lutte noble, en tout cas héroïque, de nos fondateurs, les fondateurs de l'UDPS, qui ont mené une lutte assez héroïque pour pouvoir vaincre l'une des dictatures la plus ignoble de l'humanité, en tout cas, et surtout qui a donné lieu à l'ouverture démocratique. Le 22, d'où la date du 24 avril 1990. Et donc, ça, c'est la caractéristique essentielle de la démocratie hier. Mais qu'est-ce qu'on retient de cette journée de réflexion? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'avenir? Quels sont les points qui ont été retenus lors de cette journée de réflexion?
Alors, c'est ce que je suis en train. En résumant, je veux arriver à ce que l'on peut retenir. Oui. La première phase est caractérisée par cette lutte héroïque de quelques individus, 13 parlementaires, qui ont fini par allier toute une population à leur cause. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Le courage de quelques-uns, la détermination, avec ces deux, en tout cas, paramètres, on peut déplacer les montagnes sans passer par les arbres. Voilà ce qu'on peut retenir. Et donc, le 24 avril, pour nous, va caractériser désormais ce courage, cette lutte courageuse de quelques-uns qui ont réussi à bousculer les montagnes. Deux, que malgré ce qu'on a obtenu comme ouverture démocratique, depuis qu'on prétend que la République démocratique est démocratique, en réalité, elle ne l'est pas. Il n'y a pas de démocratie dans notre pays, sinon on ne serait pas en train de continuer à faire ce qu'on fait là. C'est vraiment un leurre, cette démocratie. Moralité, la lutte continue. Donc le combat doit continuer, la même détermination doit rester et le même courage qu'avaient nos pères fondateurs, les pères de la démocratie finalement, mais qui n'est toujours pas là, doit continuer. Et troisième étape, c'est la démocratie demain. Ça, c'est le projet de la société de l'UDPS qui veut faire quoi? Vraiment mettre en République démocratique du Congo un État de droit. Ok, merci beaucoup. C'est l'essentiel Non, du projet de société de l'UDPS. Non, c'est intéressant de voir que voilà, on est un peu plus ou moins dans le même contexte, la même attitude qu'ont eu des héros hier est recommandable encore aujourd'hui pour demain. Voilà. Mais je vais terminer avec Papa Wemba, c'est l'actualité quand même. C'était un grand artiste congolais qui nous a quittés. Mais le constat que je désire faire, évidemment, vous allez dire un peu votre avis sur l'événement, mais le constat que moi je fais, j'ai l'impression que Papa Wemba, c'était comme quelqu'un qui était dans la dimension des gens comme des Johnny Hallyday, mais j'ai l'impression qu'il meurt quand même pauvre. Quel est par rapport à l'UDPS la politique en matière de la culture, l'encadrement des artistes, c'est à quel niveau que vous voyez qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, qui font qu'un grand artiste de la dimension de Papa Wemba meurt vraiment en laissant rien, quoi. Cet événement, je m'incline devant cet événement, devant la mort de cet homme qui a été, qu'on le veuille ou non, il a été un apôtre, un prophète, parce qu'il a dit beaucoup de choses auxquelles on ne prêtait pas vraiment attention, mais qui, aujourd'hui, après sa mort, on se rend compte que cet homme a de la valeur. Donc on peut réagir de plusieurs manières. Ma première réaction en tant que personne humaine et surtout médecin, c'est que décéder comme ça sur une scène, on a vu les services de réanimation, aux services de secours, ça laisse à désirer. Et ça, c'est des choses inacceptables. C'est peut-être les mêmes problèmes qui existent dans tous les pays africains, où les structures de soins de santé sont délabrées à tel point que ce genre d'accidents ne doivent pas arriver. C'est des décès, pour moi, gratuits. Et donc, ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, Papa Wemba, aujourd'hui, on se rend compte, mais bon, pour moi, c'est un monument de la musique congolaise parce qu'il a apporté la culture congolaise, africaine, à travers le monde. Qui ne connaît pas Papa Wemba? Et donc, la deuxième réaction, c'est de dire, on perd un monument. Oui. On perd un monument de la musique. Troisième réaction, c'est de dire effectivement, quand on a vu toute cette mobilisation, est-ce que je peux dire que Papa Wemba était pauvre? Ça, je ne peux pas l'affirmer personnellement, parce que sa richesse culturelle, on l'a vu, on la voit, on la côtoie. C'est peut-être mal utilisé, c'est peut-être mal, en tout cas, exploité, mais Papa Wemba aurait été un artiste européen ou américain, je crois que ce serait l'un parmi les plus grandes richesses, en tout cas, de son pays. Pourquoi? Parce que Papa Wemba a eu des œuvres, il y en a eu beaucoup, et si les droits d'auteur étaient payés correctement, on ne peut pas dire que Papa Wemba est
morts pauvres. Hein. Malheureusement, dans notre pays, comme tout le reste, rien ne marche. À cause de quoi? À cause du pouvoir. Leadership politique. Ok. On peut féliciter aujourd'hui M. Kabila pour avoir aidé à organiser tout ce qui est, mais si aujourd'hui Papa Wemba, sa famille n'a pas eu de possibilité de pouvoir faire tout ça d'elle-même, c'est à cause du régime, c'est à cause de nos autorités, le pouvoir en place, qui ne reconnaissent pas ces artistes, ces richesses, malheureusement. Docteur Kabanda, merci beaucoup. Merci pour le temps que vous avez consacré à échanger avec nous. Nous allons évidemment nous arrêter sur cette note triste de Papa Wemba, mais je vous invite quand même, parce que nous sommes dans la fédération UDPS de Bruxelles, je vous invite à dire un mot par rapport aux membres de l'UDPS de Bruxelles. Si vous avez un appel à lancer, un mot à leur communiquer, voilà, vous en avez une opportunité maintenant. Ben, le premier appel, c'est vraiment appel à l'unité pour qu'on puisse travailler la main dans la main. Dans toute organisation humaine, il y a des problèmes. D'ailleurs, il n'y a aucune organisation d'humain qui soit parfaite. Tout est perfectible. Mais nous sommes dans un parti politique où il y a une sorte de discipline, une sorte d'organisation. Si tout le monde se met dans cette logique en se disant nous sommes dans un parti politique où nous devons suivre une certaine discipline, certaine organisation, nous tenir la main dans la main pour poursuivre le même objectif, je pense qu'on fera beaucoup de choses. Et c'est cela que je dis en m'adressant à tous les combattants de notre fédération, c'est que il faut que chacun puisse avoir l'humilité de se dire personne ne possède la connaissance, personne ne connaît tout. Chacun avec ce qu'il connaît, dans la discipline, mettons-nous ensemble la main dans la main pour aider notre parti à atteindre l'objectif que nous recherchons. C'est quoi? L'état de droit dans notre pays. Voilà ce que je peux dire. Docteur Kabanda, merci beaucoup. Et nous arrêtons là sur l'appel du docteur Kabanda à l'unité, à la cohésion au sein de la Fédération de Bruxelles. Hein. Et nous vous disons merci d'avoir été nombreux derrière vos écrans pour nous suivre. Et on se retrouve très bientôt. Merci.